Depuis plusieurs décennies, la situation en Palestine occupée est souvent réduite à un vocabulaire qui n'est pas neutre, celui du conflit. Un mot qui suggère une symétrie, un face-à-face entre deux camps comparables et qui tend à effacer les rapports de force réels, les structures de domination et les responsabilités politiques. Or, depuis plusieurs années, les défenseurs et les amis de la cause palestinienne tentent de remettre dans l'ordre le langage belliqueux. En revenant aux réalités concrètes, la colonisation, l'occupation, la spoliation, mais aussi l'apartheid. Le crime d'apartheid est qualifié par le statut de Rome en 1998. Qui institue la Cour pénale internationale comme un crime contre l'humanité. Cette qualification s'inscrit dans un processus historique. Dès 1966 et 1984, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies avaient condamné l'apartheid en Afrique du Sud. La Convention internationale de 1973 pour l'élimination de la répression du crime d'apartheid définit le crime comme un règne institutionnel et d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial avec l'intention de maintenir ce régime-là. La situation imposée par l'entité sioniste aux Palestiniens tant à l'intérieur de son territoire qu'en territoire occupé correspond pleinement à cette définition juridique. Au moins 1,5 million de Palestiniens subissent une discrimination systémique, accès limité à la citoyenneté, restrictions sur le mariage, inégalité dans l'emploi et difficultés pour obtenir un permis de construction. Ce ne sont que de simples exemples. Et on parle bien évidemment là des Palestiniens de 1948. Et dans les territoires occupés, la domination sioniste se traduit par un contrôle total des ressources comme l'eau. En Cisjordanie occupée, par l'absence de protection juridique pour les travailleurs palestiniens, pas de salaire minimum, pas de réglementation sur l'âge ou les horaires. Les Palestiniens vivent sous l'arbitraire de la juridiction militaire enfermée dans ce qu'on appelle les Bantoustans ou les homelands. Fragmentés entre les fragmentations, la circulation et la restriction contrôlée par l'armée sioniste. Et dans la bande de Gaza, ce territoire sous blocus depuis 2007 qui subit, comme vous le savez, actuellement un génocide. Et en ce moment même où le bilan est de 72 271 martyrs. Madame, Monsieur, je vous retrouve ce soir et je vous propose de nous pencher sur un aspect de la colonisation sioniste en Palestine occupée qui est l'apartheid, un régime de domination institutionnelle qui efface chaque aspect ou qui affecte chaque aspect de la vie du quotidien des Palestiniens et dont la responsabilité revient à la communauté internationale. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir d'un habitué de l'échiquier international, Youssef Boussemer, qui est historien et militant sioniste. Bonsoir Youssef, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Youssef. J'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Saadallah Nourdine, qui est enseignant d'histoire, mais aussi de géopolitique à Genève. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer avec vous, Youssef, et revenir sur... On va parler ce soir d'apartheid, mais avant de revenir sur les enjeux géopolitiques de l'apartheid et comment est-ce qu'il est en train d'affecter la vie des Palestiniens au quotidien, que ce soit dans les territoires occupés ou dans ce qu'on appelle les Palestiniens de 48. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur la définition de l'apartheid? Qu'est-ce qu'on appelle apartheid? L'apartheid, d'abord, c'est un mot en langue afrikaner. C'est-à-dire, ça vient du hollandais, les Pays-Bas, puisque ce sont eux qui au départ ont entrepris la colonisation de l'Afrique du Sud. Ensuite, ça avait été repris par les Britanniques. Donc, ça veut dire à part, ça veut dire développement séparé. Hein. Alors, au départ, on prétendait que ce développement séparé était profitable aux deux peuples, aussi bien donc au peuple blanc colonial qu'aux populations colonisées. Et on disait, c'est juste pour permettre à chacun de se développer selon ses critères, évidemment. Mais en vérité, il y a une hiérarchie dans le mot apartheid, et cela indique bien, et la pratique l'a prouvé amplement, dès le début de la colonisation en Afrique du Sud, ça vient d'Afrique du Sud, qu'effectivement il s'agissait d'une supériorité, entre guillemets, raciale, parce que la race n'existe pas évidemment, mais la race supposée, sur d'autres populations considérées comme inférieures, de façon ontologique, c'est-à-dire par nature. Donc voilà, apartheid, c'est développement séparé. Mais en vérité,
le mot développement est absolument usurpé. Ça veut dire supériorité, domination d'une population coloniale, évidemment, sur une population autochtone, dite indigène. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Saadallah, justement, de ce que vient de nous dire Monsieur Youssef Bousamah et de ce que j'avais dit en introduction, et je mets ce mot entre parenthèses, conflit. On présente souvent aujourd'hui la colonisation de la Palestine, et je mets ce mot entre guillemets, entre parenthèses, comme étant un conflit. Le fait de mettre des mots colonisation, le fait de parler d'apartheid, est-ce que finalement ça nous renvoie à une situation politique réelle? Parce que derrière le mot conflit se cache aussi cette idée que la situation en Palestine est insoluble, n'a pas de solution, n'a pas d'issue finalement. Donc quand on met des mots, est-ce que finalement ça permet de dissiper ce brouillard et de parler d'un système de domination précis? Alors oui, vous avez tout à fait raison. Les mots sont extrêmement importants. L'apartheid, effectivement, c'est le fait de mettre à part et de permettre le développement de deux populations ou deux ethnies dont l'une, finalement, domine sur l'autre. Mais ça a aussi une déclinaison juridique, selon la Convention internationale de 1973, qui définit l'apartheid comme étant un crime et des actes inhumains. On a aussi le statut de Rome de 1998 qui le qualifie comme crime contre l'humanité. C'est la finalité finalement d'un processus de colonisation et par lequel un État s'installe ou installe sa population, donc dans le but essentiellement d'asseoir sa souveraineté sur un territoire étranger. Et c'est ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens. Très bien, Youssef, je reviens vers vous. Il y a eu un rapport de l'ONU qui s'appelle le rapport Folk-Tilley et qui a donné finalement, qui a mis les mots en parlant d'apartheid, mais aussi de fragmentation de la société palestinienne. Je parle bien évidemment des Palestiniens de 48, des Palestiniens dans la bande de Gaza, des Palestiniens dans la Cisjordanie occupée, El-Quds occupée, ou encore les réfugiés et le droit du retour. Aujourd'hui, l'antitétioniste dans son apartheid, elle a fragmenté la société palestinienne. Donc, quand on fait l'analogie avec l'apartheid qu'on a connu en Afrique du Sud, est-ce que c'est finalement cet apartheid de l'antitétionniste est beaucoup plus violent quand on voit le sort des Palestiniens aujourd'hui? Et surtout, est-ce que la fragmentation de la population palestinienne est un objectif politique de l'antitétionniste réfléchi? Mais bien sûr, c'est d'ailleurs Monseigneur Desmond Tutu, feu Monseigneur Desmond Tutu, qui disait que la situation en Palestine était encore bien plus grave que celle en Afrique du Sud. Pour une raison qui est simple, c'est que en fait, c'est un multi-apartheid, on pourrait dire. Mais la première manifestation, ça a été le fait de l'expulsion des 2/3 du peuple palestinien en 48. C'était donc une véritable mise à l'écart et leur renvoi dans les limbes du monde. L'expulsion des 2/3 du peuple palestinien en 48, c'était déjà une forme d'apartheid la plus brutale, parce que cette population n'est même plus sur son territoire. C'est même plus une histoire de domination, c'est qu'elle est expulsée de son territoire. Et en la mettant hors du territoire, et en même temps hors du temps du monde, faut comprendre. Ces réfugiés palestiniens, aujourd'hui il y a à peu près 13-14 millions de Palestiniens dans le monde, et un très grand nombre, plus de la moitié sont hors de la Palestine historique, on va dire, ont été mis véritablement hors du temps. Première forme d'apartheid, bien évidemment. Et la seconde forme, c'est celle que vivent les Palestiniens de 48, où même le mot Palestine est interdit. Le mot Palestine est interdit. Et cela peut vous conduire en prison. D'ailleurs, nous en avons fait l'expérience lors des missions civiles que nous avons organisées en Palestine au début des années 2000, ou à Jérusalem par exemple. Le simple drapeau palestinien, même grand comme un timbre-poste, suscite une violence inimaginable de la part des forces de police. Donc même le mot Palestine est interdit. Et vous l'avez dit, un grand nombre de professions sont interdites aux Palestiniens. Et là, je parle bien de 48. Mais aussi la possession, la possession de la terre, puisque c'est l'agent juive qui régit, et comment un non-juif ne peut pas réellement avoir une terre. Il peut la posséder pour un temps particulier, mais qui n'est pas infini. Et de toute façon, en définitive, c'est l'agent juif, l'État d'Israël, qui est le véritable propriétaire, à condition voilà, si vous n'êtes pas juif, parce que
C'est un apartheid ethnico-religieux qui a été mis en place, mais qui est dans la base même des lois israéliennes. L'État d'Israël, l'entité sioniste n'a pas de constitution, mais il y a des lois fondamentales, et celles-ci, indiquent, mettent en place un racisme ethnico-religieux. Donc, apartheid vis-à-vis des territoires occupés, ça on l'a vu, parce que c'est même pas un problème de développement, on a 800 000 colons aujourd'hui qui possèdent absolument tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place pour les Palestiniens, et c'est bien ce que la politique quotidienne indique, il n'y a pas de place pour ce peuple. Et quant à ceux, il reste la population des camps de réfugiés. Donc c'est un multi-apartheid. Des Palestiniens, un historien palestinien, Abdel Jawad, a qualifié ça de sociocide. C'est la destruction d'une société. Donc on ne peut même pas parler d'une hiérarchie, d'une société qui serait mal développée ou qui serait développée de façon inférieure. C'est que le but est la destruction de la société. Donc à la limite, il faudrait même peut-être inventer un autre terme. Donc lui, il parle de sociocide pour qualifier la situation. Très bien, Youssef. Je viens vers vous. C'est ça, de là à la lumière de ce que vient de nous dire Youssef, c'est très important. Il a parlé depuis 1948, donc c'est depuis la Nakba. Il y a eu la mise en place d'un arsenal juridique extrêmement dense. Youssef a parlé notamment de cette loi fondamentale de 2018 qui est l'établissement de l'État-nation du peuple juif. Il y a aussi ce refus d'accès à la terre ou l'expoliation même du peuple palestinien, le refus du droit au retour aux réfugiés palestiniens. Est-ce que finalement on peut dire que l'apartheid sioniste, même si Youssef vient de nous dire que ce mot est très faible, n'est pas une dérive d'exception? Parce qu'en Occident, on a tendance à vouloir montrer cela comme étant une dérive d'exception, de ce qu'il qualifie d'un régime d'extrême droite, etc. Mais finalement, c'est un cadre légal, constitutionnel qui est mis en place pour maintenir cet état de fait, comme le dit Youssef, peut-être pour aller jusqu'à l'élimination même du peuple palestinien. C'est un processus, au même titre que tout processus de colonisation. La France avait une maxime. Cette maxime, c'était conquérir, détruire, reconstruire. On est exactement dans la même situation concernant les Palestiniens. Conquérir effectivement ce territoire et les territoires qui résistent, par exemple Gaza, détruire, et on l'a vu, la destruction totale, l'anéantissement, et puis ce projet Pax Americana, de vouloir reconstruire selon leurs règles. Alors, sur l'aspect apartheid est discriminant. Les Palestiniens sont exclus de la société. Ils ont un demi-statut politique. Ils ont le statut d'Arabes israéliens. Au niveau électoral, on a pu connaître ça dans le code de l'indigénat, nous les Algériens. Au niveau du travail, ils sont exclus aussi à un moment donné d'un certain nombre de travail. Ils ont des difficultés à se déplacer, ils ont des laissez-passer, il y a des checkpoints, ils sont exclus aussi des soins, donc exclus aussi du développement. Ils n'ont pas la possibilité effectivement d'avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'électricité, et on le voit encore aujourd'hui, où l'État israélien a empêché 37 organisations internationales de pouvoir livrer de l'aide humanitaire. Y compris l'UNRWA qui est dans le viseur de l'entité sioniste depuis le début du génocide à Gaza, allant jusqu'à demander que la reconnaissance ou les identités de l'ensemble des Palestiniens qui travaillent pour cette institution qui, je rappelle, fait partie de l'ONU. Youssef, ce qui me ramène... Je viens vers vous. Comme je le disais dans l'introduction, la reconnaissance du crime d'apartheid a été un long processus, que ce soit au niveau des institutions internationales, et ça a été un long combat pour les Sud-Africains. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'apartheid sioniste, cela provoque l'ire de l'ensemble de ses alliés, mais surtout, pourquoi est-ce que cette reconnaissance de l'apartheid finalement ne rapporte rien de concret, alors qu'on l'a vu en Afrique du Sud, ça a été un succès, la reconnaissance de ce crime comme étant un crime contre l'humanité et un crime de guerre? Oui, parce que d'une certaine façon, il faut le dire, le régime d'Afrique du Sud était obsolète, même vis-à-vis de l'impérialisme. Et l'impérialiste se rendait compte que finalement, ça posait beaucoup plus de problèmes que ça n'apportait d'avantages. N'oublions pas qu'en plus, à l'époque, il y avait encore l'URSS, il y avait encore le camp socialiste. Et que c'était un argument, et à juste titre d'ailleurs,
de l'URSS et du camp socialiste contre l'impérialisme. Et donc, il y avait une petite nécessité de se débarrasser de ce régime d'Afrique du Sud qui était obsolète et qui finalement, encore une fois, n'apportait pas grand-chose. Tandis que la situation de l'entité sioniste, c'est différent. Si jamais on qualifie l'entité sioniste d'apartheid, eh bien, aussi, ça veut dire que les pays qui soutiennent ce régime sont coupables du crime de co-apartheid, de complicité avec l'apartheid. Or, les pays aujourd'hui, les pays occidentaux, ne veulent surtout pas appliquer à l'entité sioniste ce qu'ils ont fait semblant d'appliquer à l'Afrique du Sud, parce que rappelons que même lorsque l'apartheid lorsque le boycott de l'Afrique du Sud a été décrété au niveau international, en réalité, les pays occidentaux continuaient même à faire du trafic. La France, par exemple, vendait à l'Afrique du Sud, sous Mitterrand, dans les années 80, faisait commerce. Mais disons qu'officiellement, on n'osait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître que l'entité sioniste est un régime d'apartheid, parce que sinon, ça condamnerait aussitôt tous les pays qui vendent des armes à l'entité sioniste, qui la soutiennent, qui refusent surtout de mettre en application les résolutions des cours internationales. Et donc, du coup, c'est inopérant, c'est inopérant d'une certaine façon. C'est qu'on veut surtout pas le reconnaître parce que ce serait se condamner soi-même. Donc la France et les pays occidentaux ne veulent pas parce que ce serait évidemment porter l'opprobre contre eux-mêmes. Et évidemment, ça, on comprend qu'ils ne le désirent pas. Mais la vérité, Alec, la situation est bien pire qu'à l'époque de l'apartheid, encore une fois, parce qu'on le voit même aujourd'hui avec le comportement absolument délétère et criminel concernant les Palestiniens, mais également concernant tous les autres pays. Donc voilà, on ne veut pas se retrouver, mettre en accusation l'entité sioniste aujourd'hui, c'est mettre en accusation l'Occident qui soutient l'entité sioniste. Très bien, Monsieur Saadallah, vous avez parlé de ces fameuses colonies, de ces nouvelles colonies que l'entité sioniste est en train de mettre en place, des murs qu'il y a dans la Palestine occupée pour séparer les populations, ce qui est les populations juives et les populations arabes et musulmanes. Vous avez aussi parlé de ces choke points, de l'impossibilité des Palestiniens de se déplacer. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus de l'apartheid, on peut parler finalement d'une ségrégation spatiale et démographique des Palestiniens aujourd'hui? Je m'adresse à vous, Monsieur Saadallah. Oui, alors tout à fait. Et il n'y a pas d'égal. À titre d'exemple, on avait, peut-être 4-5 gros ghettos en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Gaza, c'est un ghetto à ciel ouvert. C'est presque 2 millions d'habitants. Soweto, à l'époque de l'apartheid, c'était 850 000 Africains qui vivaient là. Des Noirs, parce qu'ils étaient Noirs. Et on avait effectivement le reste de la population blanche qui vivait dans les centres-villes qui étaient développés. C'est beaucoup plus éclaté en Palestine. On a comme ça des colonies israéliennes qui se créent contre les lois internationales et qui, eux, ont droit à l'accès à l'électricité, à l'eau, contrairement effectivement aux villages palestiniens qui, eux, sont complètement démunis, voire on leur retire la possibilité d'avoir l'accès à l'eau et parfois on leur arrache même leurs pieds d'olivier, donc leur capacité de survivance ou de subsistance. Youssef, finalement, est-ce qu'on peut considérer que l'apartheid aujourd'hui est au service de l'épuration ethnique des Palestiniens, ou est-ce que ça fait partie de l'ensemble, tout cela, on ne peut pas échelonner, on ne peut pas scissionner, ça fait partie de ce système colonial qui s'appelle l'entité sioniste? Oui, bien sûr, c'est une machine de guerre. La colonisation sioniste s'est mise en place, en définitive, dès le départ, pour éliminer un peuple, d'une façon ou d'une autre. Donc on a déjà éliminé une grande partie en l'expulsant en 1948 lors de la Nakba, et ceux qui restaient, le but est de leur rendre la vie tellement impossible que de même, on va les pousser à partir. Tout le monde sait très bien, tout Palestinien sait très bien aujourd'hui, qu'il soit dans la Palestine de 48, qu'il soit en Cisjordanie, à Gaza, tous les Palestiniens savent que le but ultime est de les expulser de toute la Palestine historique. Et ça ne fait aucun doute. Tout va dans ce sens. Par exemple, moi je l'ai constaté moi-même lorsque j'étais en Palestine au début des années 2000 dans le cadre des missions civiles, dans le camp de Chouefat, qui était un camp qui est près de Jérusalem, c'est un camp de réfugiés qui est près de Jérusalem. Eh bien,
on ne peut pas construire une maison. C'est que pour construire une maison, il faut un permis spécial. Vous devez déposer un dossier qui coûte environ 5-6 000 euros. Et de toute façon, dans 99%, on vous répondra non. Et comme évidemment, vous avez besoin d'agrandir votre maison, vous rajoutez un étage, eh bien, au bout d'un an ou deux, l'administration vient et détruit votre maison. Pire que cela, vous oblige à la détruire vous-même sous peine d'amende extraordinaire. Vous n'avez même pas le droit de construire. Vous êtes palestinien, vous êtes sur un territoire qui, normalement, c'est Jérusalem-Est, eh bien, ferait partie d'État arabe, eh bien, vous n'avez pas le droit de construire. Donc, tout est fait pour vous dégoûter de la vie. Alors, à Gaza, c'est pire encore, on l'a vu, hein. Mais je prends même la situation des Palestiniens de 48, qui est censée être la plus... On prétend qu'il y a égalité. C'est un mensonge total. Et donc, dès le départ, tout était fait pour, effectivement, qu'un jour ou l'autre, cette terre soit complètement vidée de son peuple d'origine. Et ça, j'en veux beaucoup à tous ceux qui, en Occident, nous font croire qu'il s'agit d'une démocratie, et aussi démocratique que les autres pays occidentaux, enfin, que l'Europe. Et voilà, c'est un vrai problème. Il y a eu une complicité totale dès le départ. Très bien. Là, je voudrais votre avis à tous les deux. Je commence avec vous, Monsieur Saadallah. Dans ce contexte que vous avez décrit, si bien décrit tous les deux de la situation en Palestine occupée, dans l'ensemble de ce territoire fragmenté qui est la Palestine occupée, qu'est-ce que représente le boycott et surtout, qu'est-ce que représente le fait de dire apartheid? Est-ce qu'il s'agit d'un simple acte de dénonciation ou ça a une véritable implication géopolitique et politique? Alors oui, ça a une implication parce que c'est reconnu juridiquement au niveau des juridictions internationales. C'est extrêmement important. Moi, je voudrais quand même rappeler ce processus de colonisation, séquestration des biens, séquestration des terres, cantonnement, refoulement, déplacement des populations. Aujourd'hui, il y a 1,9 million de Palestiniens qui ont été déplacés. On a des camps de réfugiés au Liban, on en a en Syrie, on en a en Jordanie, en Cisjordanie, en Égypte. C'est aussi à un moment donné des doubles impositions pour les Palestiniens, la double peine. C'est le code de l'indigénat, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le statut spécifique de l'arabe israélien. C'est des violences symboliques, aussi déni, racisme quotidien, mais c'est aussi l'anéantissement, la destruction physique des personnes. Et ça, c'est extrêmement important. Se rappeler que depuis le 7 octobre, on a 70... Les chiffres sont importants, et il faudrait les rappeler. 70 668 morts, dont plus de 20 179 enfants et 9 000 femmes. 171 152 blessés. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, au-delà d'un processus de colonisation, au-delà d'un apartheid, c'est un génocide qui est opéré. Très bien, je rappelle que ces chiffres restent encore provisoires en raison du nombre important des personnes qui sont encore sous les décombres et des bombardements qui se poursuivent. Ce qui me ramène à vous, Monsieur Youssef Bousmah, et c'est la même question. Dans ce contexte, les campagnes de boycott des produits israéliens, les campagnes de boycott des politiques israéliennes, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter aujourd'hui? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de parler d'apartheid? Est-ce qu'il s'agit d'un simple acte de dénonciation presque citoyen, ou est-ce qu'il est vraiment question d'une prise de position politique et peut-être même géopolitique? Oui, vous avez raison, c'est très important aujourd'hui de soutenir la campagne de boycott, de soutenir BDS. C'est très important parce que, évidemment, on va dire, bon, est-ce que c'est en boycottant certains produits, ou disons l'économie israélienne a les moyens de faire face? Non, le but est d'abord, ça a un but multiple. Le premier, c'est de sensibiliser les populations. C'est que beaucoup de populations, en Occident encore, ne sont pas encore réellement conscientes de ce que représente l'antisésionisme. Et donc, le but est de bien montrer quel est le véritable visage de l'antisésionisme. C'est un apartheid multiple, comme on l'a dit, à tout point de vue. Donc, boycotter, à travers ces campagnes, ça permet de faire prendre conscience. Ça permet de discuter avec les gens. Lorsque les militants vont devant les magasins, lorsque nous allons devant les magasins pour informer la population par des tracts, devant les grandes surfaces en France ou ailleurs, eh bien, ça permet de discuter avec les gens et tout ça participe à la prise de conscience. Mais deuxièmement,
c'est que cette campagne, le but est aussi d'interpeller les gouvernements et de les obliger à terme eux-mêmes à exercer ce boycott. Très bien, Youssef. Très bien, Youssef. Malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Mais, madame, monsieur, merci de m'avoir accompagné. Merci de nous être fidèles. Je rappelle que ce soir, j'étais accompagné de Saadallah Nordine, enseignant d'histoire et de géopolitique à Genève, et de Youssef Bouzma, historien et militant antisioniste. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes sur Al24 News.